Boireau Inside. La cabine technique de Boireau est en réalité une cabine de torture pure et dure pour obliger les détenus, en majorité innocents, à enregistrer la vérité du ministre. C'est-à-dire à avouer les complots dont les scénarios ont été écrits en avance par le comité révolutionnaire et bien évidemment sous la houlette du président Sékou Touré. Voici les conditions dans lesquelles ces aveux sont obtenus. Récit 2, Adolphe Marx. Épisode 6. Le gardien hésite, Ismaël Touré s'en aperçoit et répète l'ordre. Le ton de sa voix se fait plus rude, et son subalterne est bien obligé d'obéir s'il ne veut pas être torturé lui aussi. Mais il faut croire que cet homme n'est pas complètement bestial, il m'écrase la cigarette contre le corps et non dans l'anus, ce qui m'évite de graves brûlures internes dont j'aurais subi les conséquences pour le reste de mes jours. Bien qu'il essaie d'exécuter cet ordre avec le plus de précaution possible, les brûlures me causent des couleurs indicibles. Les autres ministres ne veulent pas être en reste et donnent également leurs cigarettes. Le gardien n'a pas le choix, il est bien obligé de s'exécuter. Les brûlures me font terriblement souffrir, mais je ne leur ai pas procuré la satisfaction d'obtenir par cette méthode le résultat qu'ils veulent obtenir à tout prix. Puis je vois que deux plantons apportent un appareil rectangulaire, peint en vert clair, qu'ils posent sur la table. Cet appareil est équipé de plusieurs lampes de contrôle, de boutons et d'une minuterie dont le cadran va jusqu'à 4 minutes. Je découvre un ampèremètre et un voltmètre, ce dernier pouvant se régler sur 6 à 12, 24 et 48 volts, et en conclut que, ce soir encore, je vais avoir droit au traitement électrique. Cette fois-ci, ils se contentent de l'appareil qui ne va que jusqu'à 6 volts. Je m'aperçois qu'ils sont très fiers de cette petite merveille technique. Ils prennent le temps de m'en expliquer le fonctionnement dans tous ses détails. On introduit le câble dans la prise de courant, les lampes de contrôle s'allument, il n'y a donc pas de doute, l'appareil fonctionne. J'essaie de me calmer, mais je ne peux réprimer la panique que j'éprouve à la vue de cet appareil. Pour ne pas y penser, je regarde ce que font les plantons. L'un d'eux commence à entourer doigté de gaz des plaques de métal de 5 cm sur 8 et munies de chaque côté d'un manche isolant. Puis il les plonge dans l'eau. Ensuite, il me pose ses électrodes mouillées sur les tempes. L'un d'eux branche l'appareil et je ressens le premier choc électrique dans la tête. Me voilà au milieu d'un feu d'artifice démentiel. Les pinces à oreilles et la dynamo que l'on faisait marcher à la main étaient bien peu de choses en comparaison. Je ne vois plus que des étoiles, et il m'est impossible d'élaborer une seule pensée. Je ne vois absolument plus ce qui m'entoure. J'ai l'impression de perdre la raison. Je crie de toutes mes forces. Les gardiens s'empressent d'étouffer mes cris en essayant de me mettre dans la bouche un bâillon fait d'ouate et de gaz. Je me défends tant que je peux et serre les dents, si bien que les soldats renoncent à me bâillonner. La peur de m'étouffer avec ce morceau d'ouate me donne tellement de force que j'ai finalement le dessus, malgré l'état de faiblesse dans lequel je me trouve. Je ne sais pas combien de temps je subis ces chocs électriques aux tempes. À un moment, on m'accorde une pause et les gardiens s'occupent des autres prisonniers. Ils se dirigent vers celui qui est suspendu à côté de moi et lui font de profondes coupures sur les fesses avec une lame de rasoir. Puis ils saupoudrent ses blessures de poudre de piment afin d'augmenter ses douleurs. L'homme est suspendu là comme un cadavre, seuls ses gémissements prouvent qu'il est encore en vie. Le sang du malheureux teinte le sol en rouge et une pensée me traverse l'esprit. Pourquoi vous comportez-vous comme des bouchers alors que vous voulez donner au pays capitaliste l'exemple d'un régime socialiste qui progresse sur la voie de la civilisation ? Boireau Inside. La pièce est pleine de moustiques, attirés par le sang qui couvre le sol et par nos corps nus. Cependant, aucun gardien n'a l'idée de nettoyer les traces de sang. Un peu plus tard, je réalise que cela aussi a une raison précise, ces flaques de sang ont pour but d'intimider les nouveaux venus et de ne leur laisser aucun doute sur ce qui les attend s'ils se refusent à faire des aveux. Les questions fusent de tous les côtés, sans fin. Comme je ne réponds pas, on me branche de nouveau sur le courant électrique. Toutes les parties du corps y passent l'une après l'autre, les organes sexuels, l'anus, les lèvres, le nez, dans lequel on fixe une pince comme si c'était un anneau. J'entends un gardien dire : « Bon, donne-lui maintenant 12 volts pendant 4 minutes, nous ne sommes pas mesquins. » Lorsque les 4 minutes se sont écoulées, les gardiens craignent sans doute que mon organisme n'en supporte pas davantage et me laisse tranquille. Je vois que mon voisin a droit aux mêmes tortures. L'un des ministres veut profiter du répit qu'on m'accorde pour s'entretenir avec moi, mais il lui faut se rendre à l'évidence, ce traitement électrique m'a complètement épuisé et je ne peux absolument plus parler. Furieux de ma passivité, il me donne des coups de poing dans la tête, de telle sorte que celle-ci balance de droite à gauche.
Je sais que le corps humain peut supporter des décharges de courant électrique allant jusqu'à 48 volts sans qu'il y ait danger de mort. Cependant, ce n'est que le soir que je pourrai ressentir moi-même l'atrocité des douleurs que provoquent 48 volts quand on les reçoit dans les parties les plus sensibles du corps. Ces douleurs, il faut vraiment les avoir ressenties soi-même pour savoir ce qu'elles représentent. J'ai l'impression qu'un de ces jours mon corps ne résistera plus à cette torture électrique et ne donnera plus aucun signe de vie. Les sévices et les tortures que j'ai subies des nuits durant, la faiblesse due aux privations d'eau et de nourriture depuis mon arrestation 8 jours plus tôt m'enlève maintenant tout espoir de sortir d'ici vivant. Mon découragement a atteint un degré tel que j'ai l'impression que je ne pourrai plus le surmonter. Plusieurs fois encore, au cours de cette nuit, je dois subir leur traitement électrique jusqu'à ce qu'une profonde syncope me délivre de ces tourments insupportables. Ce n'est que le lendemain matin, dans ma cellule, que je reprends connaissance. Pendant toute la journée on essaie de briser ma résistance avec tout un tas de méthodes ingénieuses, on me fait les propositions les plus alléchantes possibles pour que je signe mes aveux. À la tombée de la nuit, on ouvre ma cellule et il se passe quelque chose d'incroyable. Un gardien pose devant moi un demi-litre de quinqueliba brûlant, sorte de tisane que les Africains utilisent aussi pour soigner la malaria. Je peux enfin boire. La tisane fume dans un grand récipient de fer blanc émaillé d'1 litre, made in China. Je veux l'attraper avec les 2 mains, mais ces dernières sont couvertes de plaies, la peau a été rasée par endroits, quelques ongles ont été arrachés, tout est engourdi et contracté, faible, je ne ressens absolument plus rien. Mes mains refusent d'obéir. J'ai peur de renverser ce liquide précieux et je frappe à la porte. Je demande qu'on m'aide car je suis incapable de boire seul. Un gardien a pitié de moi et me tient le gobelet pour que je puisse boire, ce qu'il me conseille de faire lentement, sinon je risque d'être malade. C'est d'ailleurs pour cela que l'on m'a apporté du thé brûlant. Si j'avais eu une boisson fraîche, j'aurais, sans réfléchir, bu trop avidement. 1 heure plus tard, on m'apporte une assiette de soupe au riz chaude, sorte de bouillie cuite à l'eau. Je demande une cuillère et on me la donne. Un gardien m'aide à nouveau et me fait avaler lentement la soupe. Mon corps absorbe ce peu de nourriture frugale avec autant de reconnaissance que la tisane de tout à l'heure, et je me sens un peu mieux ensuite. Cette nuit-là, on ne vient pas me chercher. Quand Boireau Inside. J'essaie de dormir, mais mes pensées ne me laissent pas de répit. Je cherche désespérément le pourquoi de toutes ces tortures dont sont victimes mes codétenus et moi-même. J'en arrive à la conclusion qu'une clique de politiciens éhontés est à l'œuvre. Ils ont fait courir des bruits qu'il s'agit maintenant de justifier aux yeux du monde et il leur faut pour cela extorquer à tout prix des aveux, afin de se couvrir de lauriers ensuite aux yeux de leur propre peuple. Je me rends compte que je suis dans une situation sans issue. Je sais qu'ils ne courent plus aucun risque avec moi, car ils ont déjà manifesté leur hostilité envers la République fédérale d'Allemagne en expulsant, du jour au lendemain, tous ses ressortissants. Je pense aux 5 membres de l'ambassade d'Allemagne qui étaient encore dans le pays le jour de mon arrestation. Je me demande si on les a expulsés, eux aussi, et quelle est l'ambassade qui représente maintenant les intérêts de la République fédérale d'Allemagne en Guinée. Je souhaite ardemment que cette ambassade apprenne ce qui m'est arrivé, et m'accroche à l'espoir que son habileté et ses relations diplomatiques me permettront de quitter le plus rapidement possible ce lieu d'horreur. Le silence de la nuit permet d'entendre les gémissements et les plaintes de ceux que l'on torture. Je m'appuie contre le mur. J'ai finalement dû m'endormir d'épuisement à aube. Le 10e jour commence. La porte de ma cellule s'ouvre et un miracle se produit, j'ai droit à un petit déjeuner, comme les autres prisonniers, un petit morceau de pain et un quart de litre de café noir brûlant avec un peu de sucre. Je peux tenir le pain tout seul, mais je suis obligé pour boire d'avoir recours à l'aide d'un des gardiens. Vers 10 heures on me verse 1 litre d'eau dans le gobelet de fer émaillé, comme à presque tous les prisonniers. Je possède ce gobelet depuis ma première ration de tisane et je le conserve comme un bien précieux. Un peu plus tard, un infirmier vient me voir et me fait sortir de la cellule. Il me masse les bras avec un produit qui sent fort le camphre, désinfecte les blessures purulentes que j'ai aux bras et aux jambes avec de la teinture d'iode et me fait des bandages. Puis il me fait une piqûre dans la cuisse. Je lui demande ce que c'est et il me répond que c'est une piqûre anti-tétanique. Puis on m'enferme de nouveau dans ma cellule. Je regarde sous la porte et observe les gardiens. Dès qu'ils se sont un peu éloignés, je profite de l'occasion, malgré mes douleurs, et siffle pour essayer d'entrer en contact avec les autres prisonniers. Ils me répondent, mais il est difficile de se faire comprendre à travers la mince fente sous la porte. À midi, on nous donne une assiette de riz avec une sauce très épicée à l'eau et au piment. L'après-midi, j'entends le bruit des balles sur le court de tennis voisin.
Je me dis que si je peux entendre le bruit des balles de tennis jusqu'ici, les joueurs européens, car en Guinée il n'y a presque que les Européens qui jouent au tennis, doivent nous entendre, en particulier lorsque de nombreux détenus réclament désespérément de l'eau dans la chaleur torride de l'après-midi. Le fait de penser à ces joueurs de tennis me donne le faible espoir de ne pas être complètement abandonné au bout du monde. En fin d'après-midi, on distribue à chacun un litre d'eau, ce qui rompt un peu la monotonie de notre vie au camp. Camp Boiro Inside. Le soir, nous avons droit à une assiette de riz. Ces repas sont tous les jours les mêmes, mais le riz du soir est immangeable, aucun prisonnier n'y touche pour ne pas tomber malade. Les assiettes sont donc ramassées encore pleines, le riz est remis dans une grande marmite et réchauffé le lendemain soir. C'est une façon commode d'économiser un repas sans que les prisonniers puissent se plaindre qu'on ne leur donne rien à manger le soir. Ce n'est qu'au bout d'un mois que le riz du soir aura la même qualité que celui du midi. Ce 10e jour a pour moi une signification particulière car on m'a donné à manger comme aux autres prisonniers qui n'ont pas de « dés » sur leur porte, on a soigné mes blessures et on a enlevé de ma cellule toutes les saletés qui s'y trouvaient. Je suis débarrassé de l'odeur insupportable que dégagent les excréments au bout d'une heure ou deux, lorsqu'ils commencent à fermenter dans la chaleur tropicale et à attirer les vers. J'ai même droit à un pot de chambre. Bien qu'il soit troué au fond et qu'il n'ait pas de couvercle, j'apprécie énormément ici ce modeste produit de la civilisation. Tous ces événements contribuent à éveiller en moi l'espoir que la fin de mes souffrances est peut-être proche. Mais cet espoir est de courte durée. Camp Boiro Inside. Assez tard dans la soirée, je sursaute en entendant les pas des gardiens, ils viennent me chercher. Cette fois-ci, le début des tortures n'est pas précédé d'un long interrogatoire. À peine suis-je là depuis quelques minutes que les gardiens me trament dans la chambre de torture. Les soldats m'arrachent les pansements que j'ai aux bras et aux jambes et le supplice recommence. À partir de ce 10e jour, on viendra me chercher toutes les nuits à l'exception d'une seule. Pendant 17 jours, ou plutôt 17 nuits, je devrais supporter ces tortures. Mes compagnons de souffrance ne sont jamais les mêmes, on essaie constamment de nouvelles méthodes brutales, et ces profanateurs du genre humain tirent avantage de la cruauté avec laquelle ils nous forcent à regarder, alors que nous éprouvons de la pitié pour nos semblables. Cette 10e nuit commence pour moi par une surprise, on m'assied sur une chaise et on me donne de l'eau et des cacahuètes. L'un des gardiens dit au prisonnier qui est suspendu à la barre de fer. « Tu vois, il a tout ce qu'il veut. Si tu en veux autant, tu n'as qu'à confirmer sa déposition, car il nous a tout dit sur toi. » Je ne peux m'empêcher de crier. Ce n'est pas vrai. Alors le soldat me frappe au visage avec la crosse de son fusil. Ce n'est que de retour dans ma cellule que je mesurerai les conséquences de cette brutalité, lorsque des morceaux de dents me tomberont soudain de la bouche. Cette nuit encore, on alterne les méthodes de torture, d'abord c'est moi que l'on torture, et l'autre prisonnier doit regarder, puis c'est l'inverse. À un moment, on emmène l'autre victime et on invente pour moi de nouvelles méthodes. Au petit matin, alors qu'il fait encore nuit dehors, mon martyre prend fin. Ces valets de bourreaux semblent craindre la lumière du jour. Je suis encore ligoté et on me jette comme un sac dans une jeep ouverte à l'arrière. Je vois que nous traversons en zigzag le camp qui s'étend sur 1 km² en plein milieu de Conakry. Lorsque la jeep s'arrête enfin, nous nous trouvons dans un sombre couloir souterrain. Une lampe assez terne, installée là provisoirement, donne un peu de lumière. Un gardien s'approche de nous, d'autres attendent au fond. L'un d'eux nous crie. « Où allez-vous » Le garde répond. « Nous t'amenons quelqu'un. » « C'est un nouveau » ? « Non, c'est un de vos clients. » Alors le gardien s'approche de notre jeep et dirige vers moi la lumière de sa lampe électrique. Puis, avec un hochement de tête, il déclare. « Il n'est pas à nous » Puis ils continuent leur conversation dans la langue du pays, si bien que je ne peux plus rien comprendre. Mais ce que j'arrive à voir à la faible lueur de cette chandelle me laisse supposer qu'il s'agit là d'une prison souterraine qui mérite sans doute le nom de Terminus. L'entrée de cet enfer souterrain est habilement camouflée par des troncs d'arbres qui jonchent le sol et dont certains commencent déjà à pourrir. Un frisson me parcourt le dos à la pensée qu'on a failli m'enfermer dans ce cimetière souterrain. Heureusement, ce voyage s'avère être une erreur et cette fois-ci j'éprouve presque de la reconnaissance lorsqu'on me transporte dans ma cellule. Camp Boiro Inside. Plus tard, des compagnons de captivité me confirmeront que c'est bien l'entrée d'une des prisons souterraines que j'ai vues là. Mais aucun d'eux n'a jamais entendu dire qu'un détenu en soit ressorti, si bien que personne ne peut dire comment en est l'intérieur et quels sont les traitements qui y sont pratiqués. Celui qu'on y enferme est candidat à la mort, tel est l'avis de tous ceux qui m'en parlent. Le surlendemain soir,
on vient me chercher pour me ramener devant la commission et on me déclare que les employés chargés de fouiller ma maison y ont trouvé un pistolet. On me demande si je reconnais qu'un pistolet se trouvait également en ma possession, ce que je fais en ajoutant qu'il s'agit sans doute de mon pistolet à pétard. Il n'a pas d'orifice à l'avant et on ne peut l'utiliser que comme pistolet d'alarme. Je me le suis acheté il y a quelque temps déjà pour me protéger contre d'éventuels intrus, lorsque je suis seul chez moi, sans le personnel habituel. Cette explication provoque l'hilarité de ces messieurs, et pour souligner leur triomphe ils m'annoncent maintenant que les employés ont également trouvé un silencieux qui s'adapte à ce pistolet. Le dispositif qu'ils baptisent silencieux est un accessoire que j'avais acheté en Allemagne en même temps que des balles traçantes. J'avais acheté tout cela avec l'idée que ce pistolet équipé du silencieux et des balles traçantes pourrait peut-être me rendre service si je m'égarais en chassant à l'intérieur du pays. Mais je m'étais rendu compte plus tard que ce pistolet n'était pas commode et s'avérait être une charge supplémentaire. Tout chasseur réduit au minimum les bagages qu'il emporte pour ses marches dans la jungle africaine à cause de la fatigue que cause le climat tropical. Lorsque j'ai donné ces explications, on me fait entendre une version qui doit donner à la commission le droit de me considérer comme un individu aux visées très dangereuses et de me traiter en conséquence. Vous aviez l'intention de tuer le président avec cette arme. Ils ne veulent pas en démordre, pour eux, ce dispositif est un silencieux qui fait de mon arme un instrument d'extermination idéal, petit, maniable et silencieux, toutes conditions nécessaires à un attentat politique. J'essaie de les convaincre de leur erreur et leur propose, pour s'en assurer, de me tirer dessus avec cette arme à 2 mètres de distance. Je réponds moi-même des conséquences de ce coup. Mais ils ne montrent pas la moindre envie de vérifier mes dires de façon aussi radicale. Ils interrompent brusquement l'interrogatoire et donnent l'ordre de me traîner de nouveau dans la chambre de torture. Pendant presque toute la nuit, entrecoupée de pauses, on m'envoie dans le corps des décharges de courant électrique. Pendant chaque pause, j'essaie de me répéter « Tiens le coup » et « N'abandonne pas ». Mais chaque fois que l'on branche de nouveau l'appareil, j'éprouve des douleurs atroces, c'est comme un feu qui se ferait un chemin peu à peu et devant lequel il n'y a aucune échappatoire. On a finalement dû me raccompagner dans ma cellule à l'aube sans que je m'en aperçoive. Camp Boiro Inside.